deuxième vidéo sur les lois de la nature humaine, le chapitre 4, déterminer la force de caractère d'un individu. C'est la loi des comportements compulsifs. Donc c'est la deuxième partie, on va parler là des personnalités toxiques et aussi de la force supérieure des caractères, parce que dans la première vidéo j'en parle un peu, mais je m'aperçois que j'ai peut-être pas tout dit, notamment pour les critères d'amélioration, donc je referai un petit topo sur le caractère supérieur. Alors, donc, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, allez la regarder parce que ça explique un peu, surtout dans la formation du caractère, ça va expliquer un peu les petits critères que je vais donner sur les personnalités toxiques. Donc, qui reposent sur des comportements compulsifs qui ne sont pas maîtrisés ou qui sont maîtrisés à travers vous, donc en se servant de vous et en vous faisant du mal, en fait, en gâchant votre vie et votre quotidien. Alors, on a, je crois, 10 types de personnalités, donc je vais tout de suite vous donner les 10, et puis ensuite on va revenir sur chacune. Donc il y a d'abord l'hyperperfectionniste, le rebelle absolu, l'écorché vif, l'accapareur, l'obsédé sexuel, l'enfant gâté, le courtisan, le sauveur et le donneur de leçons. Alors, on va partir comme ça. Donc l'hyperperfectionniste, au départ, votre première impression sur lui, c'est qu'il travaille très dur, qu'il est dévoué, et peut-être même qu'il est assez compétent. Vraiment, il va au bout des choses. Au niveau du comportement, de temps en temps, il peut quand même exploser sur ses subalternes, hein, pas sur ceux qui sont au-dessus de lui. De temps en temps, il explose et c'est la faute des autres, en fait, si quelque chose n'avance pas. Il va connaître parfois des échecs complètement spectaculaires, se mettre en burn-out, et ça va se reproduire plusieurs fois, ça ne va pas être juste une fois, puisqu'on a vu dans la première vidéo que généralement c'est des schémas répétitifs qu'on recommence pas mal de fois. En général, donc l'hyperperfectionniste, son vrai problème, c'est pas vraiment le souci de l'excellence. Le but, c'est pas de faire toujours mieux, mais c'est un besoin compulsif de tout contrôler. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne peut pas déléguer, et que c'est jamais sa faute non plus, c'est parce qu'il a ce besoin absolument de tout contrôler. Et donc lui, le problème, ça remonte dans l'enfance. Il y a une dépendance à un membre de la famille, et en fait, du coup, cette dépendance, c'est pas du tout supportable pour l'hyperperfectionniste, ce qui fait que il va éviter de se remettre dans cette situation-là, ce qui va entraîner chez lui ce comportement-là. Ce qui veut dire aussi qu'au niveau professionnel, c'est le genre de personnes qu'il ne faut pas fréquenter, il ne faut surtout pas s'engager avec eux. Et il faut apprendre à les reconnaître, donc en étudiant les schémas répétitifs au cours de leur carrière et à leur manière de travailler, à la manière dont ils ne savent pas déléguer. Il faut vraiment se tenir à distance des hyper-perfectionnistes, ça peut faire foirer beaucoup de projets professionnels. En fait, dans le livre, Robert Greene, il a la spécialité de présenter des exemples. Donc là, j'en ai pas parlé, mais c'est typiquement le problème de... Alors, je vais vous dire son vrai nom, Howard Hughes, qui a connu de nombreux échecs dans sa vie professionnelle et qui s'est toujours remis grâce à la fortune dont il avait hérité et à l'entreprise de son père qu'il ne gérait pas lui-même. Mais par contre, tout ce qu'il a entrepris personnellement, ça a été d'énormes catastrophes et il a entraîné dans ses fiascos l'armée américaine et plusieurs autres personnes, aussi bien au niveau création d'avions qu'au niveau cinéma. Voilà pour l'hyperperfectionniste. Nous avons ensuite le rebelle absolu. Donc lui, quand vous le voyez, il est plutôt passionnant, il déteste l'autorité, il la rejette, il est attiré par les outsiders et généralement il peut avoir un très bon sens de l'humour et il est plutôt cinglant. En fait, dans son comportement, c'est un éternel adolescent, hein, il va pas très très loin, il va pas au bout de grand chose et il est sans foi ni loi. Donc c'est le genre de personne pas forcément... très très agréable de le côtoyer, puisque vous devenez, vu qu'il a subi de nombreux échecs en éternel adolescent, il ne sait pas finir, et c'est jamais vraiment sa faute, et du coup vous devenez l'autorité à vaincre, l'autorité à critiquer, et du coup ça donne un comportement non seulement contre-productif, mais en plus de ça c'est nocif pour vous, puisque vous êtes accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait, c'est juste sa personnalité bien sûr. Donc son besoin compulsif, c'est le besoin de se sentir supérieur. Donc il rejette ce qu'il sent supérieur à lui. Peu à peu, ils deviennent en fait dépendants de l'attention portée à leur attitude de rebelle
Et ça, voilà, cette dépendance-là augmente encore plus le comportement qu'il va avoir contre vous, de se révolter contre vous. Vous allez être à l'origine de son problème, mais c'est parce qu'il a besoin de cette attention à son attitude de rebelle. Ça vient donc de l'enfance en général, c'est une figure paternelle qui l'a déçu, et du coup, il en a développé une méfiance pour l'autorité de manière générale. Donc, travailler avec lui, c'est pas productif, ça peut se retourner contre vous, et voilà. Maintenant, on va parler de l'écorché vif. Troisième type de personnalité décrit. Donc, l'écorché vif, c'est quelqu'un qui est très sensible, qui est très très gentil, hein, et puis qui a l'air souvent un petit peu triste, mais en même temps c'est normal parce que cette sensibilité au monde, ça ne peut que l'attrister, le monde est si dur, les gens sont si méchants, si inattentifs. Le truc sur le problème de ce comportement, c'est que souvent c'est une sensibilité à sens unique, c'est-à-dire que quand vous la rencontrez, vous avez envie de la consoler, vous avez envie de l'aider, mais cette personne-là, si vous aussi vous avez une petite crise de sensibilité, bon, pas grand-chose à battre pour vous, hein. Elle se positionne comme une victime, et si vous ne faites pas assez attention à elle, si elle estime que du coup elle est plus victime que vous dans le concours de la victime, elle va développer du ressentiment pour vous. Donc ça va donner des comportements qui sont... le ressentiment, ça donne des comportements assez nocifs, notamment au niveau professionnel. Donc son besoin compulsif, c'est le besoin d'attention. Ça s'est développé dans l'enfance. C'est des parents qui n'ont pas su donner soit assez d'attention, soit, comme on l'a vu, que ça pouvait être génétique, c'est juste que c'est prédéterminé comme ça et qu'elle n'a pas travaillé dessus. Donc du coup, cette hypersensibilité, elle n'en a rien fait et elle est juste hypersensible à elle-même. Le comportement, ce que ça entraîne chez nous, donc c'est l'envie de nous aider, et comme elle a du ressentiment parce qu'elle compte un peu tout ce qu'on fait pour elle, eh bien ça va nous culpabiliser. On est toujours coupable de quelque chose avec elle, et la culpabilité c'est quelque chose qui fait stagner, qui immobilise, c'est une forme d'esclavage, et donc du coup il faut absolument éviter ça. Ensuite nous avons en quatrième personnalité l'accapareur. Donc c'est quelqu'un qui a une présence incomparable, qui a toujours qui a toujours une très grosse énergie, et surtout il a une pléthore d'histoires, il a généralement plein de choses à raconter, il lui est toujours arrivé des trucs un peu de fou, et c'est vrai. Le truc c'est que dans ses comportements ça entraîne des querelles, et il se positionne d'ailleurs très généralement comme victime lui aussi. Dans son passé on va retrouver plein de choses successives, plein d'histoires de ruptures, de choses un peu compliquées vécues, mais ce sera jamais sa faute, ce sera toujours la faute des autres. Son besoin compulsif, donc c'est d'accaparer l'attention. Son besoin compulsif, c'est qu'on s'occupe de lui, qu'on le regarde, et c'est d'accaparer vraiment, et qu'on soit avec lui. Le but c'est de nous avoir sous sa coupe, qu'on soit un peu au service de sa vie et de spectateur un peu de ses histoires rocambolesques. Donc ça généralement c'est développé donc dans l'enfance, et c'est qu'il a identifié que pour être aimé il fallait qu'il lui arrive toujours quelque chose, et il fallait qu'il ait des histoires. Pour que ses parents maintiennent un niveau d'attention sur lui suffisant, il fallait qu'il ait vraiment des histoires tout le temps. Voilà, donc il faut surtout bien explorer le passé, de toute façon pour tous les caractères, mais c'est surtout dans le passé qu'on retrouve ce genre de choses. Et puis il faut sortir de la relation, parce que sinon vous êtes entraîné dans ces histoires rocambolesques. Donc ensuite, en cinquième type de personnalité, nous avons le beau parleur. Il est donc, quand vous le rencontrez, vous êtes hyper impressionné. Il a plein d'idées, des grands projets. Et en fait, dans son comportement, à chaque fois vous allez par exemple vous lancer avec lui dans un grand projet, et finalement il va se désengager, il va arrêter. Et en fait, donc non seulement il ne termine pas, il est assez ambivalent, c'est-à-dire un coup il va dire ça, un coup il va dire autre chose par rapport à son projet. Donc le beau parleur, c'est pas tant de la morale, ça c'est plutôt pour le donneur de leçons. C'est plutôt, il va avoir une vie grandiose. Son besoin compulsif, c'est le besoin de pouvoir et d'attention. Et en fait, comme il ne se responsabilise pas, c'est l'échec à chaque fois. Et du coup, c'est toujours un peu la faute des autres. Et donc, en fait, ce qu'il faut se poser comme question quand vous rencontrez quelqu'un,
c'est qu'est-ce qu'il a réalisé cet individu dans sa vie. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut se poser cette question. Et comme ça, vous allez pouvoir détecter le beau parleur assez vite. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement au regard de ce qu'il vous raconte et de ce qu'il veut faire. Donc son besoin compulsif, j'ai dit pouvoir et attention. Et tout ça, c'est hérité de l'enfance, où on va retrouver dans son parcours le fait qu'il redoute les efforts et la responsabilité. Voilà. Ensuite, l'obsédé sexuel. Donc l'obsédé sexuel, c'est quelqu'un qui est très rafraîchissant, qui dispose d'une très belle énergie sexuelle quand vous le rencontrez. Et dans son comportement, il a tendance à brouiller les frontières entre le sexuel et le reste de la vie, aussi bien professionnel qu'amical ou des choses comme ça. Et vous pouvez vous laisser un peu entraîner. À terme, ça amène chez lui à un comportement de dépression et de suicide en vieillissant, ou lorsqu'il y a des grosses périodes d'abstinence sexuelle. Donc bon, son besoin compulsif, c'est le besoin de sexe pour s'auto-valider. En fait, il a besoin de faire du sexe pour s'apprécier, pour savoir qu'il est vivant, pour savoir que les autres... en fait, il se sert de vous comme d'un objet pour se donner l'impression d'être en vie et surtout l'impression d'exister et d'être important. Au départ, ça marche très bien pour lui parce que quand il est jeune, il y a pas mal de proies qui tombent sous le charme. Et puis petit à petit, ce pouvoir de séduction diminue. Et du coup, ça en donne des êtres qui ont des comportements effrayants. Et voilà, donc tout ça, c'est hérité de l'enfance. En général, c'est lié à des abus sexuels, attouchements ou attitudes sexuelles complètement déplacées envers l'enfant. On va passer maintenant à l'enfant gâté. L'enfant gâté, quand vous le rencontrez, vous avez l'impression qu'il a une couronne sur la tête. C'est vraiment la personne qui a une attitude royale. C'est quelqu'un qui est calme et qui affiche un sentiment de sécurité. Et en fait, c'est une personne qui va toujours vous demander des services sans jamais rendre. Un peu comme l'écorché vif, mais plus dans l'attitude, mais plus dans le faire que dans l'attention. Et en fait, c'est quelqu'un qui a carrément besoin qu'on s'occupe de lui, en fait. C'est un besoin compulsif, vraiment qu'on s'occupe, qu'on prenne le rôle quasiment de ses parents et qu'on fasse les choses à sa place. Et bien entendu, ça se fait à sens unique. On a envie de les dorloter, en fait. Donc c'est hérité de l'enfance, où ils ont été généralement surprotégés. Et les parents, en général, cédaient au moindre caprice. Voilà, ça vient à peu près de là le problème de l'enfant gâté. Nous avons maintenant le courtisan. Alors, le courtisan, c'est quelqu'un qui est très agréable, très gentil, attentionné, mais c'est tout coco et filis, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas là, boum, un grand coup de poignard dans le dos. C'est quelqu'un qui est hypocrite, qui sabote votre travail, qui dit du mal de vous derrière. Et son besoin compulsif, c'est de nuire à la personne qu'il doit respecter. Et ça, c'est hérité de l'enfance. Parce que généralement il a eu des parents qui étaient durs, sévères, et du coup pour s'en sortir il a dû beaucoup mentir, donc il a développé ce comportement de courtisan. Et donc c'est un mécanisme en fait de défense, son besoin compulsif c'est un mécanisme de défense pour se protéger. Et donc le conseil de Robert Greene pour les identifier et l'attitude à avoir avec eux, c'est de rester très sceptique quand les gens sont très gentils et font des compliments. Il faut toujours bien aller chercher et vérifier que derrière, il ne se passe pas quelque chose de l'ordre de l'hypocrisie et de la délation. Ensuite, nous avons le sauveur. Alors, le sauveur, bon, c'est dans le nom, hein, comme pour le courtisan. Donc, lui, au départ, il veut vous aider. Vous avez un problème, il a 1000 solutions. Et c'est absolument génial, parce qu'il regorge de conseils, il a plein de choses à vous fournir, à vous donner, et c'est vraiment super. Par contre, au niveau du comportement, si vous ne suivez pas ses recommandations, si vous n'adoptez pas ce qu'il vous demande de faire, eh bien, ça ne lui plaît pas, il va se fâcher. Donc, son besoin à lui, c'est de se sentir capable de sauver les autres. Et c'est hérité de son enfance, puisque dans son enfance, il a généralement dû prendre soin de sa famille. On avait vu que c'était un type d'attachement particulier dans la première vidéo. Donc vis-à-vis de nous, il ne nous laisse pas libres. Et donc l'idée c'est de s'en émanciper, cultiver son indépendance, ne pas avoir besoin d'être sauvé. Et puis aller dire au sauveur de se sauver lui-même, ça peut l'aider. Parce que c'est le genre de trait de caractère que par contre on peut modifier. C'est je pense le seul qui a l'air à peu près modifiable. Ensuite nous avons donc le donneur de leçons. Alors quand vous le rencontrez, lui il est éloquent.
Il exprime facilement son indignation par rapport à un sujet. Il va savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et il va défendre la morale, une certaine forme de morale, hein, sa morale, pas la morale en général. Mais on va vite s'apercevoir que c'est un modèle qui est un peu craquelé, qui mène une double vie, qui est complètement inavouable, et qu'en fait, en vrai, il convoite, et il est plutôt jaloux des personnes qui s'affirment sans avoir besoin d'une double vie. Dans son comportement, il va aussi se montrer, par exemple, avec son conjoint, particulièrement condescendant, et il va maltraiter les subalternes. Ça, c'est des choses que vous pouvez identifier chez lui. Il va avoir aussi une culture du politiquement correct, puisqu'il est fervent défenseur de la morale. Et donc, pour être heureux, lui, il a besoin d'une double vie. C'est-à-dire que dans l'enfance, il a été puni pour tout ce qui était, ou plutôt culpabilisé, pour tout ce qui lui faisait plaisir, les envies de se faire plaisir et ses désirs. C'est-à-dire, tout ça, c'était pas sain, et du coup, on lui a demandé de ne pas en parler, et la seule manière qu'il avait de vivre ses plaisirs, ses désirs, c'était de... finalement, c'était de... c'était de le faire en secret. Donc il a développé ce goût pour la double vie, et en fait, pour être heureux, il a besoin de cette double vie, quoi qu'il arrive. Il y a la vie officielle et la vie officieuse. Voilà. Le problème, c'est que ça se fait à votre détriment, puisque la double vie se construit dans votre dos, et qu'en plus de ça, c'est particulièrement... vous êtes un objet, hein, et il est condescendant si vous êtes son conjoint, par exemple. C'est un manque d'empathie totale, et donc il faut fuir ce genre de personnes absolument. Voilà, on a fini sur les 10 types de personnalités toxiques décrits par Robert Greene. Et donc maintenant je vais vous faire un petit topo, je vois que la vidéo est très longue, sur le caractère supérieur. Donc je vais rajouter à ce qui avait été dit à la première vidéo, c'est-à-dire que les gens sains de caractère veulent s'améliorer, enfin qui ont une grande force de caractère veulent s'améliorer, ils n'abandonnent pas, sont opiniâtres, il y a une ouverture d'esprit aux idées, aux manières de faire, sans pour autant complètement se remettre en cause et changer radicalement. Ils savent gérer l'imprévu, le chaos, sans tomber dans l'anxiété. Ils tiennent parole, ils possèdent un bon sens de l'organisation, et figurez-vous que ça se travaille. Et ils ne craignent pas de perdre leur position à tout moment, ils ne se sentent pas remis en question face à la critique, au contraire, ils s'en servent pour s'améliorer. Ils mettent l'intérêt collectif au besoin avant leur intérêt personnel. Et en fait, du coup, pour tout ça, le Robert Greene, il dit, écoutez, vous avez des forces, des faiblesses, et dans vos faiblesses qui font partie donc du caractère, hein, par exemple, si vous êtes hypersensible, eh bien, plutôt que de faire de l'hypersensibilité envers soi, et qu'envers soi, eh bien, ça vaut le coup de développer son empathie et de se tourner vers les autres sur ce besoin d'amour que vous avez. Eh bien, il faut essayer d'en faire une force et de l'extérioriser et d'aller vers les autres et de fournir cette empathie que vous souhaitez recevoir. Et puis, en fait, il dit pour chaque type de personnalité toxique qu'on a là, on a une faiblesse de caractère, mais qui peut se transformer en force. Et donc, il faut en faire des forces. Il ne faut pas se dire, oui, moi, je suis comme ça, comme ça. En fait, il faut se dire, bon, voilà, je m'étudie, je regarde ce que j'ai fait. Est-ce que je sais terminer un projet? Est-ce que je sais réagir au stress? Est-ce que j'ai besoin absolument que les autres me regardent pour me sentir exister? Des choses comme ça. Et puis, ensuite, travailler petit à petit dessus et transformer sa faiblesse en force. C'est-à-dire trouver cette énergie-là que vous avez, que vous mettez à vous faire apprécier avec l'attention, parce que vous êtes un accapareur et que vous avez besoin que les gens suivent vos histoires et d'ailleurs qu'ils participent à vos histoires, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Il cite une actrice qui s'en est très bien sortie alors qu'elle avait une vie complètement chaotique dans l'enfance et qui a utilisé tout le chaos de son enfance pour faire d'elle dans ses différents rôles et pour bien comprendre la manière dont les réalisateurs voulaient qu'elle joue. C'est assez intéressant parce qu'elle utilise du coup beaucoup de ses faiblesses comme de très très grosses forces et elle en a conscience en fait, elle travaille dessus. Voilà, donc le travail sur les habitudes. Et surtout, il dit, voilà, une personne qui a une faiblesse de caractère, eh bien, il ne faut pas la laisser rentrer dans sa vie. Il faut même la sortir de sa vie. Et soi-même, il faut s'entourer de personnes qui ont une grande force de caractère.
parce que à terme, de toute façon, en évoluant, en vieillissant, si la personne n'a pas une grande force de caractère et si elle ne travaille pas, de toute façon, le caractère se pervertit. C'est quelque chose qui dit, c'est une démarche dynamique et vous avez un potentiel et c'est un peu comme quand vous êtes à l'arrêt, les autres avancent et techniquement, du coup, vous reculez par rapport aux autres. Et c'est un peu ça la force de caractère, c'est-à-dire que la vie avance, votre caractère s'épuise, il faut vraiment le travailler pour qu'il avance et s'embellisse dans la vie. Voilà, je vais arrêter là cette vidéo. Donc je rappelle, il y a 0 cut parce que j'ai pas le temps. Voilà, à très vite.